Je suis très, très heureuse de participer à cette rencontre puisque j'ai accompagné de loin, faut-il le dire, Marie-Nathalie, dans cette démarche de création de la chaire. Alors, je veux simplement vous rappeler que le colloque d'aujourd'hui repose sur les travaux de la chaire, que je vais nommer correctement cette fois-ci, chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest. Et cette chaire, vous le savez, favorise les travaux qui examinent les dynamiques contemporaines de mobilisation collective et les modalités de la religiosité dans le contexte actuel de la violence djihadiste au Sahel. Afin d'explorer les liens significatifs entre le religieux, les processus identitaires et la mobilisation dans le contexte de l'islam ouest-africain, le colloque propose de décrire et d'analyser les formes contemporaines des sociabilités islamiques en tenant compte simultanément des dynamiques locales et globales qui marquent les transformations de la façon d'être et de se revendiquer musulmans et musulmanes. La notion de sociabilité islamique se réfère aux normes et aux comportements locaux acceptés au sein des collectivités de musulmans et de musulmanes, y compris les rôles respectifs donnés aux piliers de l'islam, les rapports intergénérationnels et le genre, les obligations sociales, la spiritualité, la charité et la jurisprudence. Les communications présentées dans le cadre du présent colloque mettront de l'avant la pluralité des itinéraires religieux qui sont omniprésents en Afrique de l'Ouest et qui, dans certains cas, divergent de ceux qui sont associés à la tendance salafiste et à l'islamisme politique provenant du monde arabo-musulman. Les 4 ateliers présentés, les 4 ateliers proposés dans le cadre de ce colloque se divisent en 2 parties. En premier lieu, les 2 ateliers de ce matin s'articulent autour des travaux du projet RIMA, Inégalité, radicalité et citoyenneté féminine, religiosité islamique concurrentielle, Maghreb-Afrique de l'Ouest islamisée, financé par l'Agence nationale de la recherche qui est dirigée par Mme Fabienne Sanson et dont la chaire ICAO est le principal partenaire. J'en profite pour saluer Mme Sanson, que je n'avais pas eu la chance de rencontrer. En après-midi, les 2 ateliers sont une occasion de mettre de l'avant certains des travaux des membres chercheurs de la chaire. Il va sans dire que les recherches présentées dans le cadre de ce colloque ont été rendues possibles grâce au soutien du programme des chaires stratégiques de l'UQAM, ainsi par le Conseil national de la recherche du Canada et de l'Agence nationale de la recherche en France. Pour ce qui est du déroulement des ateliers, je rappelle que les conférencières et les conférenciers auront chacun et chacune 15 minutes pour faire leur présentation. Ces dernières seront suivies d'une période de questions. Je vous invite donc à la suite des 3 présentations de chacun des ateliers à poser vos questions et vous la connaissez toutes en utilisant la petite fonction « Lever la main ». Finalement, les 4 ateliers d'aujourd'hui seront enregistrés et pourront être prochainement visionnés sur la chaîne YouTube de la chaire ICAO. Alors maintenant, je vais présenter, si vous voulez bien, cette première session qui nous réunit. Cette session est intitulée « Stratégie contestée d'émancipation féminine au sein des espaces publics. Le voile et l'accès à la parité politique ». Cette session s'intéresse aux prises d'action, aux mobilisations et aux revendications que des groupes de femmes musulmanes portent dans les espaces publics. Et il me fera plaisir d'entrer le jeu, de présenter Fabienne Sanson, directrice de recherche à l'Institut de recherche et développement, dont le titre de la présentation est « Voilement et résistance salafiste aux émancipations féministes en Algérie ». Je pense qu'on sera heureuse de savoir que Fabienne Sanson est anthropologue. Elle est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, donc en France. Elle est membre de l'Institut des mondes africains sur le site Aubervilliers en France également, et chercheur associé à la chaire ICAO de l'UQAM. Elle est spécialiste en anthropologie politique et du religieux et son parcours scientifique
s'inscrit depuis près de 20 ans en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Burkina Faso particulièrement, et au Maghreb, au Maroc et en Algérie. Ses travaux analysent l'impact des forces religieuses sur le développement des sociétés et des individus, leur enjeu dans les transformations sociétales, les antagonismes qu'elles représentent et les militantismes qu'elles engendrent. Depuis près de 7 ans, ses recherches portent principalement sur des questions de genre en lien avec le religieux au nord et au sud du Sahara. Madame Sanson, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la session de ce matin. Et merci à toutes et un merci aussi à Marie-Nathalie qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Juste une toute petite précision avant de commencer. J'ai juste fait une petite modification dans mon titre, voulant plutôt l'appeler « Résistance opposée, les salafistes et les émancipations féminines en Algérie », puisque je ne vais pas parler finalement spécifiquement des questions de voile. Voilà, donc ma présentation d'aujourd'hui repose sur plusieurs mois d'enquête ethnographique entre 2016 et 2018 dans 2 régions d'Algérie, les wilayas de Blida et la wilaya d'Alger, qui sont à 50 km l'une de l'autre. Et puis évidemment, d'autres expériences ethnographiques dans d'autres régions du pays peuvent venir compléter mes propos. Alors, à l'époque, mon travail entre 2016 et 2018 portait sur les religiosités quotidiennes des femmes afin de comprendre ce que cela signifie d'être une musulmane aujourd'hui dans cette société que je qualifie de socialement et de religieusement conservatrice, même si ce conservatisme est hétérogène selon les régions et les appartenances sociales des individus. Alors, mon travail portait sur des femmes précises, sur des situations précises, mais aujourd'hui, vu le format court de la présentation, je vais faire une présentation qui sera un peu plus générale. Alors, ma communication va donc se centrer sur 2 types de rapports de force qui animent, à mon sens, la société algérienne contemporaine, celle d'acteurs du salafisme ou frères musulmans qui cherchent à toujours plus s'imposer dans la société et à contrôler le comportement des femmes, et celle de femmes de tous horizons qui luttent dans leur quotidien pour défendre leurs droits de citoyennes et de musulmanes. Alors, avant de venir vraiment sur le sujet, je voudrais retracer rapidement le contexte social et surtout historique de la construction de l'État moderne en Algérie pour que l'on comprenne bien où je me situe. Alors, le Front de Libération Nationale, qui est le parti unique qui a pris le pouvoir en Algérie au moment de l'indépendance en 1962, le FLN, a depuis ses débuts été traversé par des courants contradictoires qui reposaient sur 4 grands points: la souveraineté, la démocratie, le social et l'islam. Alors, les débats opposaient ceux qui souhaitaient construire une république démocratique, sociale, non théocratique, et ceux qui souhaitaient mettre en avant une Algérie comme société musulmane, s'appuyant sur l'association des oulémas, et notamment la grande figure de Ben Badis, qui militait pour une Algérie musulmane et arabe. Alors, à l'indépendance en 1962, ces 2 courants à l'intérieur du FLN continuaient à s'opposer, et ce n'est qu'en 1964, lors de la charte d'Alger, que les tenants de cette Algérie arabo-musulmane ont pris le dessus, se sont imposés, inscrivant ainsi la question de l'arabité et de l'islam dans la constitution algérienne. Ensuite, très rapidement, il y a eu une arabisation très rapide de l'enseignement notamment, une lutte contre la langue française, puisque la France était l'ancienne puissance coloniale, mais aussi une volonté de s'inscrire dans le monde arabe. Il y a eu une élimination de tout ce qui était en rapport avec la berbérité et les revendications kabyles, et la promotion d'un roman national qui avait pour centre l'islam. Donc, très rapidement, le gouvernement algérien, l'État algérien, a fait venir des prédicateurs qui venaient notamment d'Égypte, et parmi certains d'entre eux étaient des frères musulmans. L'idée, c'était de contrer l'essor de l'Iran qui, à l'époque, au début des années 80, la révolution islamique d'Iran,
qui s'imposait un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc c'était vraiment pour marquer l'Algérie dans ce monde arabe sunnite. Mais à partir des années 80, on a vu une montée des contestations islamiques qui se sont opposées au projet socialiste de l'État. Et en fait, l'État, à avoir mis au cœur de son projet sociétal l'islam, s'est fait quelque part dépasser sur ses propres terres. Cela pour en arriver dans les années 90 à l'arrivée au pouvoir du FIS, du Front islamique du salut, et une guerre entre des groupes armés islamiques et l'armée régulière entre les années 90 et 2000, une guerre très très meurtrière. Donc, depuis la réconciliation nationale, au début des années 2000, l'État a mis en avant certains salafistes non contestataires, apolitiques, pour diriger les affaires sociales, l'éducation, etc., pour acheter quelque part la paix sociale. Et donc, en fait, ce qui devait être conjoncturel est devenu structurel en Algérie, c'est-à-dire que l'État a laissé se développer un salafisme très conservateur, je l'ai dit, apolitique, qui s'est implanté dans la société et qui est devenu, dans de nombreuses localités d'Algérie, la référence, la norme. Alors, juste dernière petite précision importante, qu'est-ce que j'entends par conservatisme, puisque je qualifie cette société de conservatrice d'une manière générale, avec évidemment des exceptions. C'est un concept politique fluide et changeant, hein, comme tout le monde le sait, qui varie selon les époques, les endroits où l'on travaille. Il est né en Occident suite aux révolutions américaines, anglaises et françaises. En France, il regroupait les tenants ceux qui étaient opposés aux idées des Lumières, et aux États-Unis, il a été qualifié surtout pour parler des gens qui défendaient un code moral dont le socle religieux était fondamentaliste. Je vous renvoie aux travaux de Louis Boismenu, etc. Donc, les wilayas de Blida et d'Alger desquels je vous parle aujourd'hui, comme d'ailleurs d'autres régions d'Algérie, correspondent, à mon avis, en tout point à cette définition du conservatisme et à la vague de réislamisation qu'a connue l'Algérie depuis les années 80, la réislamisation étant la réaffirmation de la foi des croyants et la normalisation des conduites sociales en fonction du religieux. Il s'agit donc bien d'un projet politique basé sur le religieux. Alors, pourquoi est-ce que ce concept colle, à mon sens, à mon contexte d'étude? Parce que nous sommes dans un contexte avec une très grande visibilité de l'islam dans les espaces publics, avec des valeurs religieuses qui dictent la manière d'être un bon citoyen. C'est-à-dire que l'on soit pratiquant ou pas, il est bien de se montrer religieux, avec une certaine religiosité, de montrer qu'on est pratiquant, ou pour être socialement considéré comme quelqu'un de bien. Cette visibilité, évidemment, se fait par les tenues vestimentaires. Alors, pour les femmes, c'est le port généralisé du voile islamique. Alors, évidemment, avec une grande différence de voile selon les femmes, selon les endroits où l'on se trouve, etc. Avec aussi des exceptions, comme par exemple le centre-ville d'Alger. Et également, pour les hommes, par exemple dans certains quartiers d'Alger ou dans certaines localités de la wilaya de Blida ou de Médéa ou autres, le port généralisé du kami, avec barbe longue, non taillée, etc., qui sont les attributs que l'on donne aux prophètes de l'islam, en tout cas dans le mouvement salafiste. Il est bien vu également que les hommes aillent massivement à la mosquée le vendredi, et les discours politiques sont vraiment empreints de citations du Coran, des hadiths, etc. Donc ces marqueurs qui sont vraiment massifs depuis les années 80 en Algérie sont le signe de cette diffusion à l'intérieur de la société d'un salafisme diffus. Il y a beaucoup d'auteurs algériens qui ont travaillé là-dessus, mais cela ne veut pas dire que l'idéologie salafiste est reprise vraiment par les individus. Cela, par exemple, Maud Saint-Lary l'a montré pour le Burkina Faso. Un homme peut porter le kami, par exemple, sans forcément adhérer totalement aux idéologies du salafisme. D'une manière générale, dans ce contexte, rares sont ceux qui osent, dans la société algérienne actuelle, critiquer cette ultra-religiosité des modes de vie, des discours politiques, et aussitôt, ceux qui critiquent sont accusés d'être du parti de la France, les ennemis de la nation, et cela renvoie toujours à cette question de l'identité algérienne arabo-musulmane. Alors, dans ce contexte, comme je l'ai dit, de nombreux groupes religieux, qu'ils soient alliés ou non à l'État, nombreux sont salafistes ou du parti des frères musulmans, prennent des initiatives personnelles pour toujours plus réislamiser la société et s'imposer et imposer de nouvelles citoyennetés musulmanes.
Alors, je vais vous donner quelques exemples tirés de mes enquêtes entre 2016 et 2018. En Algérie, les mois d'été sont habituellement des moments où les diasporas reviennent pour les vacances et reviennent en Algérie. Et donc, il y a de nombreux festivals et concerts qui sont organisés un petit peu dans le pays. C'est vraiment un moment festif. Et à l'été 2018, tous ces festivals ont été annulés dans le pays, suite à des contestations de populations entièrement masculines qui ont commencé sur les réseaux sociaux et qui étaient soutenues ou même dirigées par les frères musulmans, puisqu'ensuite j'ai rencontré des responsables des frères musulmans qui m'ont dit que c'était eux les initiateurs. Ce sont des gens qui disaient pourquoi donner de l'argent à des manifestations culturelles alors que cet argent pourrait aller dans des hôpitaux, pour les écoles, etc. Et donc, à chaque lieu où devait se tenir un festival, les hommes sont allés massivement prier sur les espaces, sur les places publiques, dans les rues, pour contrer ces festivals de musique, qui étaient en l'occurrence des festivals de musique raï, et les autorités locales ont toutes cédé. Donc, aucune manifestation populaire ne s'est organisée à ce moment-là pour contrer ce mouvement des salafistes, mais plusieurs journalistes ont dénoncé l'attitude manipulatrice des islamistes qui utilisent systématiquement la culture, les problèmes sociaux, au contraire, pour s'attaquer à la culture. Autre exemple, dans les écoles, des discussions sont récurrentes sur la question de la mixité de l'école, sur les réseaux sociaux. Des prédicateurs salafistes qui sont extrêmement nombreux en Algérie passent leur temps à critiquer la mixité de l'école. En mars 2017, par exemple, il y avait un prétendu sexologue qui a fait une grande conférence très médiatisée à la Bibliothèque nationale d'Alger et il a expliqué que les causes de la violence scolaire venaient du mélange filles-garçons, puisque évidemment les premières, les filles, perturbaient les seconds, les garçons. Et d'ailleurs, le ministère de l'Éducation doit régulièrement intervenir dans les écoles suite à des plaintes de parents qui dénoncent des directeurs ou des directrices d'école qui prennent l'initiative d'eux-mêmes de faire des classes unisexes. Autre exemple, à l'été 2016, il y a eu une campagne de propagande sur Internet, mais qui a eu beaucoup de résonance en Algérie, toujours organisée par les frères musulmans, avec un slogan. Alors, on voyait un homme avec ses petites filles. Il avait 4 petites filles entièrement voilées, mais qui étaient vraiment toutes petites. Et il y avait un slogan, « Sois un homme, voile ta femme ». Donc, cela résumait vraiment cette volonté d'imposer un contrôle social par le religieux, un religieux strict, des hommes sur les femmes. Alors, en parallèle, depuis un certain nombre d'années en Algérie, se développe un autre type de citoyenneté pour contrer cet islam fondamentaliste qui réactive et réinvente les valeurs patriarcales en Algérie. C'est ainsi qu'on voit diverses forces militantes qui sont laïques et féministes, qui agissent soit à l'intérieur de partis politiques, soit par le biais d'associations, par les réseaux sociaux, par des médias engagés alternatifs, etc., et qui revendiquent une société plus mixte d'un point de vue genré. Alors, ces forces militantes réagissent très régulièrement aux multiples faits divers qui arrivent malheureusement très fréquemment en Algérie, qui impliquent des agressions féminines, soit dans la rue, soit dans les transports en commun, et sensibilisent les populations pour elles-mêmes, qui sont incitées elles-mêmes à se défendre. Alors là aussi, je vais vous donner quelques exemples. Durant le ramadan de 2018, une jeune joggeuse en hijab, qui d'ailleurs s'appelait Rima, et c'est pour ça que nous avons donné ce nom-là à notre programme ANR, c'était une jeune femme qui était en hijab, qui pendant le ramadan donc, faisait son jogging dans un endroit où les gens courent à Alger, et elle a été agressée d'abord verbalement puis physiquement par un homme qui lui a dit que sa place était d'être chez elle, au fourneau, en train de préparer le repas de rupture du jeûne. Quand cette jeune fille est partie porter plainte à la police, les policiers face à elle lui ont donné les mêmes arguments que cet homme, en lui disant qu'elle n'avait rien à faire à courir dans la rue au moment du ramadan. Et donc, elle a témoigné de ce qui lui était arrivé sur les réseaux sociaux. Il y a eu une grande ampleur, un grand mouvement qui en a suivi. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire. Et quelques jours plus tard, 500 joggeuses, c'était principalement des femmes, hein, ont fait ce qu'elles ont appelé un jogging citoyen pour réclamer le droit des femmes à se mouvoir librement dans les espaces publics. Autre exemple, à peu près similaire,
c'est par rapport aux tenues de plage. Alors, la question des tenues de plage, c'est une question qui est récurrente, qui revient chaque année, chaque été en Algérie. Les femmes ont-elles le droit d'aller à la plage et comment doivent-elles s'habiller pour aller à la plage? Et donc, en 2018, des salafistes, toujours sur les réseaux sociaux, ont demandé à ce que tous les hommes qui voient une femme en bikini ou en tenue trop légère sur une plage, la filment ou la photographient et passent ces images sur Internet pour la donner à la vindicte populaire. Et en réaction, il y a des collectifs de femmes qui ont commencé de l'Est vers Annaba jusqu'à l'ouest du pays, vers Oran, qui se sont mobilisées, qui ont créé ce qu'elles ont appelé les baignades républicaines. C'est toujours intéressant de voir comment on met le terme républicain ou citoyen au cœur de ces mobilisations. Et en fait, les femmes se regroupent et elles vont en nombre à la plage pour se baigner en bikini, et le nombre fait qu'on ne peut pas les attaquer. Donc voilà, ça je vais terminer sur cet exemple-là. Mais ce que je peux dire pour conclure, c'est que parmi les multiples tensions sociales qu'il y a aujourd'hui en Algérie, certainement prévalent celles entre les conservateurs et les progressistes, avec les guillemets qu'il faut mettre, au sujet des femmes. Je pense que c'est vraiment un point central qui fera que l'Algérie ira dans les années à venir, ou pas, vers une ouverture sur le monde, avec une ouverture des frontières, avec une ouverture au tourisme, etc. Ou au contraire, ira vers plutôt un repli sur soi, sur des valeurs religieuses et sociales strictes et conservatrices. Et on voit que suite au mouvement du Irak, qui a eu ces dernières années, nous assistons plutôt à un repli, à une totale fermeture, que ce soit des frontières ou que ce soit politique. Donc pour l'instant, ce sont des questions qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour en Algérie, malgré ce combat des femmes. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai dépassé un tout petit peu. Merci beaucoup, Fabienne. Je pense qu'on peut quand même prendre un petit 5 minutes très court pour quelques questions peut-être de précision. Les discussions pourront s'enclencher davantage au moment de la discussion générale. Je vais simplement vous signifier, parce que vous savez qu'on dit toujours que la présidente de l'Assemblée est là pour donner la parole, mais j'ai toujours eu l'impression qu'on est surtout là pour la retirer, parce qu'on nous a demandé d'être scrupuleuse dans la vérification du temps. Alors, je vais simplement vous dire, pour celles qui font, et ceux qui feront des communications, que lorsque votre 15 minutes sera écoulée, je vais lever ma petite main, ce qui pourra vous indiquer qu'il serait temps de passer à la conclusion. Et là, je pense que ce n'est pas très, très grave s'il y a un léger dépassement, mais dans la manière où je sais que vous voulez aussi discuter entre vous et échanger des informations, c'est peut-être important de contrôler un petit peu mieux le temps. Alors, salut, je vous donne la parole. Alors, bonjour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Fabienne, pour la présentation. Alors, moi, ma question, c'est, dans cette nouvelle configuration, est-ce qu'il se développe aussi, en même temps, du côté des femmes, disons, quelle est la place des féminismes postcoloniaux ou des féminismes islamiques dans ces nouveaux débats? Ou est-ce que ça se développe tout simplement aussi en marge d'autres féminismes disons, plus universels, si je peux le dire comme ça? Voilà. Merci. Est-ce que je réponds tout de suite? Oui, d'accord. Oui, alors, salut, je n'ai pas travaillé explicitement sur les féminismes islamiques, donc je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas très bien, mais oui, il y a du féminisme islamique vraiment à l'intérieur de mouvements religieux. Voilà, et pour répondre peut-être un petit peu à côté, mais quand même répondre, je pense, à la question, au sein même de régions extrêmement conservatrices, et voire même au sein du salafisme, où j'ai fait spécifiquement mes recherches, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui faisaient preuve de grande agentivité, de grande invention pour user du voile, par exemple, pour acquérir une certaine liberté de mouvement, pouvoir aller dans l'espace public, pouvoir sortir à la mosquée pour se socialiser, etc. Donc, oui, il y a un féminisme islamique aujourd'hui en Algérie, mais après, je n'ai pas spécifiquement travaillé dessus, donc je ne voudrais pas trop dire de bêtises non plus. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre intervention?
sinon, ben, je vais passer la parole maintenant, si vous le voulez bien, à Saliou Niom de l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar. Est-ce que vous êtes à Dakar, Saliou? Oui. Ah ben, bienvenue, bienvenue. On aimerait être chez vous, vous savez, plutôt que de nous voir sur cet écran, mais bon, alors on va faire avec, hein, comme on dit ici au Québec. Alors, le titre de la présentation de Saliou, c'est « La parité au Sénégal, féminisation de la vie politique et résistance sociale ». Alors, permettez-moi de vous ajouter quelques éléments biographiques sur notre prochain conférencier. Saliou est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire au Sénégal et affilié au laboratoire d'anthropologie culturelle. Il est spécialisé en politique et en socio-anthropologie du droit et du genre. Il a aussi travaillé sur les mouvements sociaux, les questions migratoires, reconduites à la frontière des étrangers sans papier, notamment, quelque chose qu'on connaît bien ici au Québec, d'ailleurs, avec notre chemin, et sur l'introduction des langues nationales dans le système de l'éducation nationale au Sénégal. Alors, Saliou Niom, je vous cède la parole. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de commencer, je voulais bien, si l'animateur peut justement permettre de partager mon écran, comme ça sera plus facile disons, faire la présentation. Je ne sais pas, parce qu'on me signale que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je ne sais pas si c'est possible à votre niveau. Bah, sinon aussi… c'est fait. Voilà. C'est fait. Très bien. Alors voilà, merci beaucoup. Ma présentation va donc porter sur la parité, la loi sur la parité au Sénégal et les résistances sociales, et particulièrement religieuses, qu'elle occasionne et dans quelle mesure elle transforme aussi l'espace politique sénégalais depuis maintenant près d'une dizaine d'années, parce que c'est une loi qui a été votée en 2010. Alors, ma présentation va s'articuler autour de trois, disons, parties. Je vais d'abord parler du contexte d'émergence de la loi sur la parité. Ensuite, je vous parlerai des transformations politiques que cela occasionne dans le champ politique sénégalais. Et enfin, des résistances que cela suscite de plus en plus dans le monde politique, mais aussi dans le monde social plus globalement. Alors, c'est une loi qui a été votée en 2010. C'était une proposition du président de la République, du gouvernement, disons, de l'époque, après plusieurs années de mobilisation des femmes. C'est une loi constitutionnelle aussi qui oblige les partis politiques à respecter une dynamique alternée entre les hommes et les femmes dans les listes qu'elles proposent, dans toutes les élections qui sont dans les listes, en tout cas électives ou semi-électives. Alors, il faut préciser aussi que à partir de 2017, il y a une première loi sur la parité qui a été votée au Sénégal par l'Assemblée nationale, mais c'est une loi qui a été attaquée par l'opposition parce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de la Constitution. Donc, des résistances politiques, sociales, qui ont occasionné justement que cette loi n'a pas été reconnue, a été déclarée anti-conforme, disons, non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 2017. Et donc, il y a eu une réforme de la Constitution en 2010 avant de pouvoir mettre dans les dispositions du Code électoral une nouvelle loi qui permettait justement cette disposition. Alors, mais très vite dans son application entre les élections de 2012, des élections législatives de 2012 et de 2017, les élections locales de 2014 et là récemment de 2019, des résistances commencent à émerger, des résistances politiques, des résistances sociales et des résistances religieuses qui sont particulièrement acerbes et qui remettent en cause justement l'efficacité de la loi dans sa capacité en tout cas, transformer la représentation, de rééquilibrer la transformation, mais surtout de permettre
de transformer les rapports sociaux de sexe dans l'espace politique. Donc, ce que je vais interroger, c'est l'efficacité de la loi et sa capacité à transformer ces rapports sociaux de sexe dans l'espace politique sénégalais. Alors, elle suscite aussi, cette loi, depuis une dizaine d'années aussi, un certain nombre de questions aussi que je vais interroger tout à l'heure sur le contraste que cela suscite dans la condition sociale des femmes, dans la configuration sénégalaise, parce qu'on est confronté aussi de plus en plus à des dispositions réglementaires juridiques dans le privé qui sont très stagnantes, dans lesquelles on reconnaît l'autorité paternelle dans le code de la famille, alors que de l'autre côté, dans l'espace politique, il se développe de plus en plus une égalité, disons, presque parfaite, au plan arithmétique en tout cas, dans l'espace politique. C'est pourquoi ce que j'interroge ici, c'est donc les effets complexes et surtout ambivalents de la loi sur la parité dans sa capacité à transformer d'un point de vue arithmétique les rapports, les équilibres de genre, mais aussi dans son incapacité à transformer les rapports de pouvoir et donc la division du travail entre les hommes et les femmes dans l'espace politique. Donc, interroger aussi ce contraste dont je parlais tout à l'heure entre le privé et le public dans la configuration sénégalaise. Alors, dans un premier temps, donc, quelles sont les transformations? L'une de ces premières transformations que la loi sur la parité occasionne, c'est que son application en 2012 et justement dans les élections, disons, plus récentes de 2014, ont permis de montrer à quel point, justement, les dispositions contraignantes de la loi ont permis de basculer les mécanismes de recrutement. Ce que j'appelle des mécanismes de recrutement des partis politiques ou de construction des listes, c'est que très vite, justement, les partis ont été obligés de bousculer leur procédure habituelle de désignation des candidats, donc ce qui remettait partiellement en cause justement le pouvoir des hommes qui étaient bien établis dans certains partis politiques. Et donc, naturellement, cela a occasionné un certain nombre de frustrations au sein des partis politiques. Si je devais donner un exemple, c'est que dans les partis où il y avait peut-être 3-4 hommes dans la hiérarchie du parti, ces hommes étaient obligés de laisser une place entre 2 hommes à une femme parce que la disposition des listes devait être alternée entre les hommes et les femmes. Et donc, cela bousculait la hiérarchie des partis politiques qui jusque-là était dominée par justement la position confortable des hommes au sein des partis politiques et leur maîtrise des procédures de désignation des candidats ou de nomination plus généralement. Alors, un exemple très concret aussi, c'est que là, on est en train de faire les listes électorales pour les législatives. Il y a la liste de l'opposition à Dakar a déposé une liste qui ne respectait pas cette disposition. Et c'est une liste qui risque d'être justement déclarée, qui risque de ne pas être recevable, justement. Et le responsable du groupe parlementaire sortant dit ceci pour montrer à quel point, justement, ces résistances, elles sont ancrées dans l'espace politique actuel. Alors, il suffit ce contraste parce que pour lui, un des 2 partis de l'opposition voulait chacun proposer un homme. Et donc, ils en ont discuté et donc ne voulaient pas, les 2 partis, laisser une marge, une place, ne voulaient pas proposer de femmes comme justement candidates. Et donc, en déposant la liste, ils savaient parfaitement que la liste avait 5 hommes et 2 femmes et que donc elle n'était pas a priori recevable. Tout le monde le savait d'après ce responsable, mais que la liste n'était pas paritaire, mais on voulait, d'après lui, ce qu'il dit expressément, tromper la vigilance de la direction générale des élections. Ce qui montre à quel point justement ce chamboulement des mécanismes de désignation des candidatures bouscule aussi la hiérarchie au sein des partis politiques. Alors, la deuxième transformation qu'il faut aussi constater, c'est que cela remet en cause, et c'est très lié à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle habituellement la démocratie des lettrés. Donc, le Sénégal est connu particulièrement par
sa construction élitiste ou intello-élitiste du pouvoir politique, notamment avec des figures intellectuelles qui avaient une très grande emprise sur l'espace politique et les partis politiques. Et donc, de plus en plus, l'irruption de ces femmes à travers cette nouvelle loi sur la parité, elle renforce la position justement d'un certain nombre de catégories qui jusque-là étaient exclues a priori de l'espace politique, ce qu'on appelle des catégories wolophones, qui n'ont pas forcément le même profil que les hommes, mais dont l'entrée dans des assemblées représentatives, que ce soit au niveau local ou au niveau national, va transformer, disons, conforter l'ouverture politique et donc l'ouverture démocratique, parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles figures féminines, sociales aussi, parce que ces nouvelles femmes, une enquête qui a été réalisée par Mme Fatou Sarr, justement, montre à quel point cette diversité est devenue une réalité, et donc cette plus grande ouverture du monde politique à travers justement la loi sur la parité. Et donc, ça a suscité aussi cette ouverture, un certain nombre de résistances du monde politique comme d'un point de vue plus global au niveau de la société, parce que plusieurs acteurs politiques, des intellectuels ont dénoncé ce qu'ils ont appelé l'affaiblissement du niveau des débats à l'Assemblée nationale. Et donc, ce qu'on critiquait à travers ce que l'on ne désigne pas ici, c'est que ces femmes qui entrent à l'Assemblée affaiblissent justement le niveau des débats à l'Assemblée nationale. Et le troisième niveau de transformation aussi, qui est peut-être la plus évidente, c'est d'un point de vue arithmétique aussi, on est passé de 22% dans la législature de 2001-2007 à 42% à partir de, disons, 2012. Et en 2017, on est passé à 43% de représentation des femmes au sein de l'Assemblée nationale et globalement au niveau des assemblées locales aussi, les communes et les départements. Alors, mais cela montre aussi justement à quel point cette loi sur la parité, elle reste à parfaire aussi, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'inégalités au sein de ces assemblées. Si je devais donner quelques exemples, dans les bureaux de l'Assemblée, pendant 10 ans, ce n'est qu'au bout de la 9e année que le bureau de l'Assemblée a été un bureau paritaire qui respectait strictement la parité. Mais dans les 9 années qui ont suivi la loi sur la parité, les bureaux qui sont annuellement désignés étaient des bureaux qui ne respectaient pas ces dispositions de la parité. Et cela révèle aussi à quel point, disons, un certain nombre de résistances quant à la loi sur la parité et son application. Et sur les 14 commissions de l'Assemblée nationale, seules 2 commissions sont présidées par des femmes. Alors que la loi dit que les commissions, le bureau de l'Assemblée nationale, sont des instances électives et donc qui sont censées appliquer les dispositions de la loi sur la parité, ce que l'Assemblée elle-même ne respecte toujours pas, parce qu'il n'y a que 2 femmes qui sont présidentes de commission. Alors, elles sont évidemment vice-présidentes de commission, mais cela montre aussi les vices et les détours que l'on peut utiliser pour respecter la parité, mais pour en même temps aussi continuer à conforter une position dominante des hommes au sein de ces assemblées. Pour donner d'autres exemples aussi, au niveau des assemblées locales, par exemple, ça a occasionné 40% de femmes, plus de 40% de femmes conseillères. Mais si on prend, par exemple, l'exemple du département de Dakar, sur 9 maires de communes, 19 communes, il n'y a qu'une seule commune qui a une femme maire. Les 19 autres sont des hommes. Alors, cela permet donc naturellement d'élargir, d'ouvrir l'espace politique et de diversifier les profils, mais cela ne permet pas aussi de remettre en cause, ne remet en cause que partiellement justement la position dominante des femmes. Et cela conforte justement une division du travail politique entre les hommes et les femmes au sein de ces assemblées. Alors je sais qu'il y a encore quelques slides, mais je vais terminer sur l'exemple de Touba aussi, qui est la ville de
la capitale de la confrérie des Mourides au Sénégal, qui depuis 2014 a décidé, alors que c'est une loi constitutionnelle, de ne pas appliquer les dispositions de la loi sur la parité. Justement parce que cette loi ne respecterait pas, en tout cas, un certain nombre de dispositions qui tiendraient compte des particularismes religieux, culturels et sociaux de cette ville. Alors, ce n'est pas énorme en tant que tel, puisque ce n'est que la troisième ville, c'est la troisième ville du Sénégal, mais le retentissement que cela peut avoir sur le débat politique aussi c'est très réel, puisque l'influence que Touba a dans le débat politique est très exceptionnelle. Touba, je rappelle, c'est la confrérie, c'est la capitale de la confrérie mouride. Alors, et l'État, justement, parce que n'ayant pas assez de légitimité sociale pour interdire justement une telle pratique, a laissé passer ces dispositions, et ce qui montre aussi un certain nombre de résistances et une faiblesse aussi de la part de l'État, ce qui interroge la nature de la laïcité au Sénégal aussi, de manière plus globale. Ça a occasionné aussi l'émergence d'un certain nombre d'organisations, de nouvelles organisations. Alors, il y a plein de facteurs qui participent à l'émergence de ces mouvements, mais aussi de mouvements de collectifs anti-genre qui représentent une nouvelle forme de résistance politique de ce qu'on peut appeler des structures religieuses contre l'égalité, contre le genre, l'introduction du genre à l'école, la reconnaissance d'un certain nombre de droits, y compris dans le code de la famille, aux femmes. Alors, ces dynamiques de résistance donc, contribuent au renforcement du contrôle des femmes dans le privé, que ce soit la question de l'avortement, la question de l'autorité paternelle, deviennent, disons, de plus en plus discutées par ces organisations religieuses. Et je m'en vais conclure en disant que cette loi, elle permet évidemment une féminisation de l'espace politique et elle a transformé la vie politique sénégalaise avec un mode de recrutement qui se transforme à plusieurs niveaux, mais qu'elle présente un certain nombre de limites, elle présente aussi un certain nombre de résistances qui interpellent son efficacité, qui remettent en cause sa capacité à transformer les rapports sociaux de sexe dans la vie politique, mais plus globalement dans la société sénégalaise. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Saliou, d'avoir respecté à la lettre la consigne du temps. Alors, ça nous donne 5 minutes pour une discussion. Peut-être juste avant, je voudrais m'excuser auprès de Cécile que j'ai fait languir sans aucun doute parce que je fais une bien piètre présidente et j'ai inversé les ordres de présentation qui, par ailleurs, m'avaient été merveilleusement bien préparés par Laurence. Alors, j'espère que je ne vous ai pas créé une inquiétude. Alors, je vais donner la parole à Fabienne. Pardon, je remets le son. Merci beaucoup, Saliou. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai juste 2 petites questions du coup. Alors, c'est drôle parce que moi, je pensais qu'au Sénégal, les femmes en politique étaient tellement plus nombreuses qu'en France que je pensais que le Sénégal était beaucoup, beaucoup plus avancé que la France. Bon, d'après ce que tu dis, ce n'est pas forcément le cas, mais on a beaucoup de travail à faire, nous, ici en France. Je me demandais... qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la Tidjania par rapport à cette question sur la parité? Je ne sais pas, par exemple, dans une ville comme Tivaouane ou des villes où il y a majoritairement, enfin, une grande influence de la confrérie de la Tidjania par rapport aux Mourides. Et d'une manière générale, vu l'importance de l'influence du religieux sur le politique et dans la société d'une manière générale au Sénégal, quelles seraient les possibilités je ne te demande pas de trouver une réponse là, mais bon, comment est-ce que le politique pourrait négocier avec le religieux pour que justement les femmes soient plus acceptées dans les espaces publics? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre d'après toi et d'après ce que tu as vu dans tes enquêtes? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Fabienne. Alors, sur la position de la Tidjania, je pense qu'il n'y a pas jusqu'ici de difficulté majeure parce que Tivaouane ou Kaolack avec la branche Niassène ont respecté justement ces dispositions, mais
je pense que c'est très lié aussi, au-delà de la question des résistances liées strictement au genre et à la question de l'égalité, il y a aussi quelque chose qui relève de la spécificité de Touba dans la construction de son territoire en réalité. Parce que c'était un territoire qui était qui revendiquait encore par les Mourides comme étant un territoire spécifique. Et donc, qui ont imposé à ce qu'il y ait des commissariats, mais des commissariats spéciaux, une gendarmerie spéciale, donc qui tient compte des dispositions religieuse et de la particularité de la ville dans sa construction. Il n'y a pas de salon de coiffure, il n'y a pas de boîte de nuit, on ne vend pas de l'alcool, on ne fume pas, et ça, il n'y a aucune disposition de la loi qui, justement, le prévoit, mais dans les faits, parce que, justement, il y a une influence très déterminante de la religion et des acteurs religieux, particulièrement de cette ville, dans la vie politique, justement, de fait, c'est respecté par tous les gouvernements depuis l'indépendance. Et donc, ils ont eu l'impression peut-être que cette nouvelle loi ferait irruption dans la gouvernance de cette ville et donc donner encore plus de poids à l'État qui a une place encore limitée dans cette zone. Justement, donc je pense qu'il y a, oui, des questions qui interpellent la question de l'égalité, mais au-delà aussi, il y a des questions qui dépassent cette question. Alors, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour la discussion? Oui, moi je le pense, et je pense aussi que l'une des choses qui ont changé, qui ont occasionné cela, c'est qu'il s'agissait d'un moment où Touba demandait officiellement un statut spécial à l'État du Sénégal. Donc, c'était l'occasion aussi de marquer une résistance politique. C'était plus, en réalité, aussi une opposition, un message, une résistance politique qu'un acte d'opposition à la question de l'égalité. Donc, il y a toujours des possibilités de discuter pour que d'ailleurs, les femmes, dans leur campagne, ce qu'ils ont appelé campagne pour la parité, étaient allées voir le calife des Mourides, le calife des Tidjanes, pour discuter avec eux pour que ces derniers ne s'opposent pas lors du vote, pour leur expliquer avec bienveillance les implications que cela avait, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle précise toujours que, oui, ça ne remet pas en cause l'autorité des hommes dans le privé, que cela ne risque pas d'avoir, pour rassurer finalement. Et ça, c'est intéressant aussi pour montrer le contraste qu'il peut y avoir entre le privé et le public. Voilà. Merci. Fabienne, votre main est encore levée. Est-ce qu'il y avait un commentaire additionnel? Ou... D'accord. Je ne vois pas d'autres mains se lever. Je dois être une présidente exceptionnelle parce qu'on respecte absolument le temps. Alors ça me surprend. Mais je vais en profiter donc pour passer la parole à Cécile Petit-Demange, dont le titre de la présentation est « Les significations politiques des processus de voilement-dévoilement au châle ». Alors, Cécile est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Genève et de l'École des hautes études en sciences sociales, dirigée par Fabienne Sanson et Didier Péclar. Elle a soutenu sa thèse « Bricoler au rythme du politique, l'ambivalence des islams au Tchad » en décembre 2021. Ces travaux éclairent la manière dont les islams ont participé à la construction de l'État tchadien et vice-versa, tant dans une perspective par le haut, c'est-à-dire par les institutions, que par le bas. Elle est actuellement postdoctorante au sein du projet RIMA, dans le cadre duquel elle étudie d'une part la participation féminine islamique, au sein de l'espace public par l'entreprise des initiatives de lutte antiterroriste et d'autre part, les processus de voilement, dévoilement et leur signification sociale. Cécile, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux deux intervenants précédents pour la qualité de leur présentation.
Alors, moi, je vais vous parler effectivement du voile au Tchad, le voile qu'on appelle communément ici la faille. Symbole de l'identité féminine tchadienne et marqueur de la beauté des femmes, le pouvoir esthétique et parfois érotique du lafaille fut chanté et continue à être chanté par de nombreux hommes. Pourtant, le lafaille n'apparaît ni lié à une culture ni à une tradition propre à la société tchadienne. Oui. Merde. Ah, vous m'entendez là? Bon, c'est pas grave. Moi, je vous entends pas du tout. On t'entend bien. Ok. Vas-y, Cécile, on t'entend très bien là, tu peux parler. Ouais. Donc, vêtements communs aux sociétés du Sahel, de la Mauritanie à la Somalie, le lafaille, dénommé différemment. Qu'est-ce que vous voyez là sur le PowerPoint? Vous voyez le PowerPoint? Là, on le voit, mais tout à l'heure, on voyait ton document Word. Ben oui. Comment faut que je fasse? Là, on voit bien vos images, ne vous inquiétez pas. Ouais, mais attendez, alors je vais vous remettre. En principe, on devrait être... Ah, là, on vous voit, vous. Donc, vos images. Ah, je vais le remettre après. D'accord. Donc, le lafaille, dénommé différemment selon les espaces géographiques, fut élaboré au fil des enjeux politiques, économiques et sociaux comme partie intégrante de l'identité tchadienne. Certainement popularisé au tournant des années 50, mais la question reste à creuser. Sa diffusion doit être mise à l'actif du développement de réseaux économiques transnationaux épousant les évolutions de la mondialisation. Historiquement importé du Soudan, du Nigeria, de l'Égypte et de la Mauritanie, le tissu est à présent commandé depuis l'Inde pour des raisons de moindre coût de production, mais également de Suisse et d'Autriche, recherché pour la rareté et la qualité de sa fabrication. La diffusion du lafaille fait également écho au processus de réislamisation de la société enclenché au tournant des années 40 par l'apparition de nouveaux courants orthodoxes. Se couvrir devient alors la norme au sein de sociétés certes islamisées depuis le Moyen-Âge. On pense au royaume du Kanem-Borno et du Wadaï, pour ne citer que les plus connus, mais cependant marquées par des pratiques religieuses plus ou moins lâches. Donc, à titre illustratif, les photos prises par l'anthropologue Marie-Josée Tugana dans la région du Wadaï dans les années 60. Donc, c'est là où je vous fais un partage d'écran. Que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir sur ces deux photos prises par Marie-Josée Tugana, donc dans les années 50, la photo à droite, à gauche, les femmes portent uniquement une tunique en cotonnade bleu indigo, donc qu'elles nouent autour de la taille et qu'elles rejettent sur leurs épaules. Dans les années 90, Marie-Josée Tugana, dans la même région, dans une localité proche, prend en photo une autre jeune fille revenant du marché qui porte, elle, une robe avec une fermeture éclair et qui est en train de se draper dans ce qu'on appelle justement un lafaille. Alors, je partage en pause. Alors, donc voyons dans un premier temps en quoi le lafaille est une ressource positive pour les femmes musulmanes engagées dans le champ politique, occupant le poste de député anciennement élu ou nouvellement nommé. Dans une société où l'activisme politique reste essentiellement un attribut masculin, porter le lafaille au sein de l'hémicycle permet de légitimer toute sortie de l'espace domestique en soulignant la responsabilité et la probité morale de l'actrice engagée. Dans un contexte partisan fortement concurrentiel et majoritairement masculin, les stratégies d'accès à l'État passent par le canal de relations clientélistes, parfois monnayées par des rétributions sexuelles communément appelées promotion canapé. Transformées en rumeurs et colportées aussi bien par les hommes que par les femmes, ces rumeurs visent à neutraliser par un travail de sapage moral toute concurrente politique. Maintes femmes publiques en ont fait les frais, étant indexées non pas pour la qualité de leur travail, mais sur l'origine de leur nomination, réduit à un échange de faveurs sexuelles contre postes politiques. On les appelle des bordels, des prostitueuses, des femmes you-you, etc. Les qualificatifs sont nombreux, visant à stigmatiser toute femme supposée s'écarter des règles de la bonne moralité attendue,
traduite par une attitude vestimentaire religieuse correcte et une exige corporelle marquée par la pudeur et la distance envers la classe masculine. Ce faisant, les enquêtés, craignant la publication de tout contact et comportements considérés comme anormaux, adoptent certaines stratégies de protection. Porter de la faille, éviter tout contact masculin en dehors du domaine professionnel, se déplacer avec un chauffeur privé ou être marié sont autant de protections pour se mettre hors d'atteinte des dangers qu'engage un parcours politique et ainsi parer à tout éventuel sapage de réputation envers sa famille. Illustration de ces attentes particulièrement contraignantes, une députée ayant étudié à l'étranger dut renoncer à porter pantalon et tunique dans ses activités publiques sous la pression de sa belle famille. Si être voilée constitue la norme pour toute femme musulmane et a fortiori engagée en politique, il faut encore prouver que l'on s'attache non pas à un modèle consumériste, mais bien rigoriste. Les voiles vives, aux motifs fleuris, ceux qui ne couvrent pas entièrement les cheveux, les voiles en soie, entrent dans le champ des qualificatifs disqualifiants. La norme est de choisir son voile d'une couleur opaque, unique, au motif sobre, et de le nouer sous l'aisselle afin de le rendre plus ample. Si porter le lafaille de manière sobre participe à la construction d'une identité politique permettant de protéger sa réputation, sa application est tout autre au sein d'autres milieux sociaux. Détournant le lafaille de sa probité morale, les jeunes musulmanes subvertissent ce symbole pour lui donner une toute autre signification sociale. Se parer d'un lafaille fin et transparent, plus ou moins proche de la soie, aux couleurs chatoyantes, brodées de strass et de paillettes, appartient à un jeu où le tissu dit la séduction et rehausse la beauté féminine entre pudeur et attrait sexuel. Robes moulantes, communément appelées body, parfums, chaussures à talons, bijoux en or et tatouages au nez augmentent et viennent parfaire le capital séduction de l'actrice. Les déplacements à l'extérieur, jouant par le truchement du lafaille et de ses accessoires autour des contraintes morales et physiques imposées à leur sexe, ces séductrices négocient avec les normes sociales et s'aménagent des espaces d'autonomie marqués par la transgression des rapports entre les genres, comme j'ai pu en être témoin lors du déplacement d'une députée dans la région du Bahr el Ghazal, donc une région majoritairement musulmane au nord du Tchad, à l'occasion du 8 mars. J'ai ainsi eu l'occasion de voir, d'observer de nombreux jeux de séduction entre jeunes filles et jeunes garçons. Les changements multiples au cours de la même journée de lafaille et body moulant aux couleurs assorties m'impressionna cependant moins que la visibilité donnée aux échanges intimes dans un contexte social de surcroît connu pour sa rigueur religieuse et son clivage genré des espaces de sociabilité. Par exemple, les jeunes se réunissaient sur une même natte à l'occasion de jeux de cartes en commun ou profitaient de déplacements en véhicule pour s'échanger baisers et caresses furtives. Qualifiées de manière péjorative de danseuses ou de femmes you-you, les jeunes filles, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, les jeunes filles invitées et rétribuées par la députée sont en charge d'animer son déplacement autour des discussions charmantes et agréables avec la gente masculine réunie à son domicile. Donc, les efforts déployés par la jeune députée pour prendre soin de sa clientèle politique est une stratégie commune à de nombreuses élites participant à la construction de leur notabilité. Aubaine personnelle, ces sorties sont l'occasion pour les jeunes filles de jeux plus ou moins badins de séduction, leur permettant de s'aménager des espaces de liberté. Le lafaille est alors le médiateur du désir plus ou moins interdit et cristallise par jeu de transparence les tensions entre pratiques sociales libérales et conservatisme des apparences. Là, je retourne reprendre le partage. Donc là, vous avez à gauche, tout à gauche, donc la députée Fatimeh Mouhouri, que j'ai accompagnée à l'occasion de la fête du 8 mars dans son chef-lieu. Et puis là, donc, vous avez ces fameuses danseuses ou femmes you-you, donc des jeunes filles venant de la capitale et qui sont chargées d'animer la... Voilà, je passe. Vous avez pu entendre avec le son? Oui? D'accord. Alors, j'ai bientôt fini. Enfin, le lafaille est devenu un accessoire essentiel des luttes de classement entre élites féminines.
Pour ces dernières, il faut coûte que coûte se maintenir à la pointe de la mode, voire la susciter pour les plus fortunés. La rareté du tissu, commandé directement au sein d'entreprises suisses et autrichiennes, et le type de broderie sur mesure, généralement en perles, paillettes, voire pierres précieuses et confectionnées par des ateliers locaux, sont des manières de produire une hiérarchie entre soi et les autres. L'élite féminine semble dire par là qu'elle et les autres ne sont pas faites du même bois. Le secret entourant le nom des entreprises de confection choisies et dont les clients taisent jalousement le nom renforce ce phénomène d'émulation et de compétition. Exhibé lors de cérémonies telles que les mariages ou à l'occasion de soirées mondaines dans des hôtels de luxe, la faille doit être agrémentée d'accessoires aux couleurs savamment coordonnées, le tout rehaussé par l'éclat de bijoux en or. Objet permettant la mise en scène de styles plus ou moins ostentatoires, la faille signe une certaine culture matérielle du succès, qui doit être complétée par la possession d'une villa ou d'une grosse voiture cylindrée. Là, je vous montre des photos. Donc là, vous avez effectivement, donc là c'était à l'occasion de mariage. La photo, j'ai moi-même pris la photo de gauche et la photo de droite et une capture d'écran. Donc c'était lors d'un mariage et vous voyez que les chaussures sont parfaitement coordonnées au sac à main, aux bijoux et la faille que vous voyez porter a coûté 340 €. Ce type de la faille, là, spécifiquement pour les mariages, spécifiquement pour ce mariage, ne sera pas porté outre mesure dans d'autres occasions, dans d'autres endroits. Donc, j'en ai presque terminé, Madame la Présidente, si vous me permettez. Donc, matérialisation des hiérarchies entre classes sociales. La parure des élites alimente cependant de fortes critiques dans un pays placé à la 187e place sur l'échelle de l'indice de développement humain qui en compte 189. Le Lafaille, brodé d'or porté par Hinda Déby, l'ex-première dame du Tchad, lors de sa visite au couple présidentiel des États-Unis, suscita de fortes réactions d'indignation au sein de la population et des médias d'opposition. Symbole d'une économie morale de la corruption, le Lafaille, exhibé par les élites, cristallise la captation et la monopolisation des ressources du pouvoir par quelques-uns. Donc, je vous montre la photo. Voilà, c'était ça la une des... un voile indécent, c'est le titre d'un article de journal. Donc là, vous voyez le Hinda Déby, la femme du défunt président, portant à la faille brodée d'or. J'arrête le partage d'écran, c'est chiant. J'ai arrêté le partage d'écran, c'est bon? Oui. Ok. Donc, emporté par les femmes engagées en politique, le Lafaille signe une image professionnelle marquée par l'attachement à la modestie et à la tradition, légitimant leur accès à l'espace politique en se parant des atours de la bonne moralité. Utilisé sur le mode de la séduction par les plus jeunes, le Lafaille permet de contourner les règles morales fortement conservatrices régissant l'espace public en jouant autour de ce que le voile laisse dévoiler. Stylisé porté, il symbolise l'accès aux classes aisées et aux réseaux économiques transnationaux, jouant alors comme marqueur de différenciation entre classes sociales. Aussi, ces différentes stratégies peuvent parfois se recouper ou se juxtaposer, les actrices jouant avec les différentes significations du voile selon les contextes et opportunités associées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et vous étiez bien dans le temps, madame. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous voulez, avant d'élargir le débat, je vais prendre quelques commentaires ou questions au sujet de la présentation. Fabienne, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Cécile. J'ai une question de précision que je voudrais avoir. Est-ce que ce voile, je n'ai pas très bien compris, est-ce qu'il est vraiment par rapport à un voile islamique? Parce que j'ai l'impression que c'est donc un voile traditionnel qui est repris aujourd'hui pour permettre aux femmes d'être dans l'espace public, de faire de la politique, etc. Mais est-ce qu'il a une connotation vraiment religieuse islamique et du coup, est-ce qu'il peut être aussi porté par des chrétiennes? Alors,
Effectivement, il y a une connotation islamique dans le sens où il peut cacher, enfin, il cache la nudité, il cache les bras, il cache les cheveux et masque, enfin voilà, masque la peau. Donc, il est effectivement porté, il peut être tout à fait porté par des musulmanes. Et c'est vrai il y a aussi tout un processus de mise à distance de cette identité religieuse. Et il est réapproprié, alors pas forcément par des chrétiennes, il y a une forte différenciation entre nordistes et sudistes ici, mais il va être réapproprié par des jeunes urbains comme accessoire du quotidien. Il y avait une soirée en boîte de nuit il n'y a pas longtemps, et le thème c'était la faille et Djellabia. Donc tout le monde pouvait, tous les jeunes pouvaient venir avec leur lafaille, qu'on soit musulman ou pas. Donc oui, effectivement, il y a tout un jeu autour de ça, de cette identité religieuse. Mais toujours est-il qu'il continue à être porté, oui, par les femmes musulmanes. Mais pour les femmes musulmanes, il faut qu'ils soient, comme je l'expliquais, pour les femmes engagées en politique, il faut qu'ils soient sobres, il faut qu'ils soient avec une couleur unie, il faut qu'ils soient portés de manière ample pour respecter les codes de la pudeur. Merci. Ben, écoutez, je vais profiter, si vous voulez bien, de l'occasion pour ouvrir la discussion à toutes et tous les participants. Nous avons un bon 25 minutes ou 20 minutes pour favoriser les échanges entre vous. Alors, c'est vraiment une discussion libre. Pour ma part, effectivement, vos trois communications me rappellent à quel point il y a une difficile négociation entre le religieux et le politique ici. Et dans une certaine mesure, j'aimerais sans aucun doute vous entendre en discuter un peu plus longuement et surtout peut-être que nos intervenants et intervenantes peuvent en profiter pour préciser certaines petites choses si ils ou elles le souhaitent. La parole est à vous. Ben, peut-être que je vais lancer une première question, si vous voulez bien, pour Saliou, en lui disant, j'aimerais peut-être avoir quelques précisions davantage sur votre conception de cette loi sur la parité. J'ai comme l'impression qu'on est dans un univers où on n'arrive pas à appliquer systématiquement cette loi et je me demande comment ça fait qu'il peut y avoir des exceptions aussi fortes que celles que vous nous avez mentionnées dans un contexte où effectivement il s'agit tout de même d'une loi. Alors est-ce qu'encore une fois, on est devant cette difficile articulation religieuse-politique ou pouvez-vous nous en dire un peu plus davantage? Alors, merci beaucoup. Alors, c'est exactement ça. Il y a aussi peut-être une dimension qu'il faut considérer, c'est la dimension internationale. Ce qui fait que la plupart de ces textes sont perçus, que ce soit par les acteurs religieux ou même par les citoyens ordinaires, le plus souvent, comme des sortes d'injonctions internationales venant de conventions qui contraindraient les États à une féminisation, entre guillemets, contrainte. Et donc, j'ai eu l'impression, je pense aussi que ce facteur-là est peut-être même plus déterminant parfois que les oppositions à l'égalité en tant que telle. Que la forme, en réalité, a aussi occupe une place très déterminante aussi dans ces clivages et dans justement les résistances qu'elles peuvent occasionner. Moi, je peux revenir sur un débat plus récent sur la question de l'avortement ou la question peut-être même des droits des personnes qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas hétéro. Donc, en réalité, tous ces débats et les oppositions qu'elles suscitent et les clivages trouvent aussi leur explication dans cette dimension internationale et cette perception que les gens ont qu'en réalité, les dispositions législatives sont des dispositions qui sont contraintes, qu'elles viennent de conventions internationales
ou d'une volonté des États aussi de montrer qu'elles vont enclencher justement des processus de démocratisation, de respect de l'égalité, etc. Pour ne pas monopoliser, je pense qu'il y a d'autres interventions. Oui. Je vais passer la parole. Aussi. Voilà. D'accord. Alors, je vais passer. Merci pour cette réponse éclairante, effectivement, où on voit à quel point il est difficile de contrer ce sentiment d'imposition de l'extérieur pour des revendications portées par les femmes dans une certaine mesure. Et dans les études féministes, on le sait bien, je veux dire, comment la notion d'occidentalisme est utilisée pour discréditer les revendications des femmes par rapport à l'égalité ou simplement leur recherche de parité. Alors, Cécile, je vous passe la parole d'abord et ensuite à Fabienne. Oui. Il y avait aussi également une question pour Saliou. Moi, dans mon contexte tchadien, il y a effectivement une loi sur la parité qui a été votée. Les femmes ont le droit, enfin, la parité, ont le droit à un quota de 23% au sein de toutes les instances politiques. Alors, peut-être que j'ai loupé, j'ai eu un problème de connexion, mais finalement, on se rend compte que c'est encore, c'est complètement récupéré dans une perspective patriarcale, entre guillemets, c'est peut-être un gros mot, mais ces femmes n'ont aucun, dans les faits, pouvoir de décision. Elles font de la figuration, de la représentation, mais le cœur même de la décision reste aux hommes. Je voulais savoir si c'était la même chose au Sénégal. Et puis, ça rentre, enfin voilà, au Tchad, il y a plus le problème au Tchad. Il n'y a pas réellement de contestation en fait féministe, mais on est plutôt dans une logique de consolidation de son pouvoir en tant que femme. Donc, on va exactement utiliser les mêmes stratégies que les hommes pour arriver à se maintenir et à consolider son poste. Donc, je voulais savoir si les femmes en politique avaient plus ou moins la même logique que les femmes tchadiennes et s'il y avait voilà, une espèce de représentation, rigidification. Ouais. Non, je pense que ce que vous dites peut aussi être projeté sur le contexte sénégalais parce que, bon, c'est difficile de généraliser, mais je pense aussi que c'est une tendance très présente. Pour donner un exemple, je reviens sur le contexte même d'émergence de la question de la parité au Sénégal. Ce que me disent la plupart des femmes avec qui j'ai fait plusieurs entretiens, c'est que leurs revendications étaient des lois de quotas en réalité, de 25%, de 30%. Elles vont voir le président de la République à travers le ministère de la femme. Et donc, le président de la République, Abdoulaye Wade, à l'époque, leur dit « Mais pourquoi vous voulez des quotas? Vous pouvez avoir la parité. » Et donc, c'était dans un contexte électoral, et effectivement, il voulait se faire élire en 2012, etc. Le contexte n'était pas très favorable. Et donc, beaucoup l'ont interprété comme une tentative aussi d'instrumentaliser la cause des femmes pour des raisons électorales en réalité aussi. Et donc, à travers l'exemple que j'ai donné tout à l'heure aussi, on se rend compte que les femmes que l'on met dans des listes sont toujours, ou la plupart du temps, des femmes de... On demande à tel responsable politique de proposer une femme. Parce que la plupart de l'environnement politique, l'espace politique reste encore très monopolisé, maîtrisé par les hommes. Moi j'ai fait récemment un travail, pas sur le Sénégal, mais sur la cartographie du genre dans les partis politiques. Et on se rend compte à quel point dans les dispositifs, les statuts, le règlement intérieur, les procédures de désignation des candidats, de nomination au sein des partis, restent sous l'emprise des hommes. Et donc, les partis, y compris au Sénégal où il y a une loi sur la parité, ne s'adaptent pas à cette nouvelle configuration. C'est pourquoi à chaque échéance électorale, ce genre de conflits réapparaissent finalement et qui en disent un peu plus sur une construction bien ancrée dans la sociologie sénégalaise.
Voilà. Merci, Saliou. Je vais maintenant passer la parole à Fabienne. J'avais vraiment pas vraiment une question, en fait, c'était plus pour compléter. Saliou, ça m'a fait penser à la référence d'un auteur dont on parle beaucoup aujourd'hui en France ici, puisqu'il a eu le prix Goncourt, Mohamed Bougarsa, qui, je crois, au Sénégal, a suscité beaucoup de remous. Et je voulais, du coup, ce que tu disais m'a fait penser à son ouvrage, non pas celui qui a eu le prix Goncourt, mais un ouvrage précédent, qui est De purs hommes, qui parle de l'homosexualité au Sénégal, qui est un livre, à mon avis, absolument magnifique. Et il explique justement comment, au Sénégal, on considère que l'homosexualité serait une invention occidentale et n'aurait jamais existé en Afrique avant la colonisation. C'était juste, voilà, j'incite tout le monde à lire cet ouvrage qui est très remuant et très beau. Fabienne, est-ce qu'on peut vous demander de mettre la référence dans le chat pour qu'on puisse tous y accéder? Merci. Salut, je ne voulais pas vous interrompre, vous vouliez répondre à ce. J'ai une autre demande de parole, mais je voulais vous donner votre droit de réplique si vous le souhaitiez. Alors, pas pour répondre, mais justement pour compléter d'ailleurs, ça a occasionné beaucoup de discussions quand il a eu le concours. Beaucoup sont allés chercher aussi dans ce qu'il disait dans le précédent ouvrage pour discréditer, parfois pour aussi le présenter comme étant le visage de la normalisation de l'homosexualité. Et donc, son concours ne serait qu'une récompense de l'Occident à quelqu'un qui fait la promotion de l'homosexualité. C'est comme ça que ça a été décrit, vécu par beaucoup aussi d'entre nous, du Sénégal, disons. Donc, et ça montre aussi l'ancrage de ces clivages dans le champ politique et social. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une autre prise de parole. Je ne vois pas tout à fait votre prénom et votre nom, comment je devrais les distinguer, mais en fait, je vais vous appeler par votre adresse électronique, donc Binat Fils, je crois. Merci, Madame la Présidente. Et Cécile, c'est une question pour toi. Et en tout cas, merci pour ta présentation. Et avec ces images, on se rend compte qu'au Tchad, il n'y a pas que la guerre. Il y a des belles choses là-bas. J'aimerais savoir qu'est-ce que les milieux salafis pensent de ce type de voile qui, par moment, laisse entrevoir des parties que la femme devait cacher en principe. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, il y a un combat en ce moment, entre guillemets, enfin, un autre type de combat entre les Lafaille et les Ibaya. Les Ibaya se sont popularisés parce qu'effectivement, il y a eu une montée du salafisme. Et puis, comme l'expliquait Fabienne, je ne me rappelle plus le terme exact de Maud Saint-Lary, mais une généralisation, en fait, des marqueurs rigoristes quand même on n'est pas forcément soi-même touriste, mais parce que ça fait bien, voilà, de porter l'Ibaya. Et puis, ce que je vois aussi dans pas mal d'entretiens, c'est que l'Ibaya est confortable et elle est beaucoup plus pratique que de la faille. De la faille, c'est chiant, ça tourne tout le temps, on se prend les pieds dedans, ça demande beaucoup plus de travail, d'attention, alors que l'Ibaya, on peut parfois même ne mettre rien du tout en dessous et se déplacer dans la rue de manière totalement anonyme. Donc oui, les salafistes combattent clairement le Lafaille et prônent l'Ibaya. Ouais. Et puis il y a des femmes sinon aussi qui jouent également une espèce de... Enfin, les femmes peuvent utiliser à la fois l'Ibaya et le Lafaille. Elles peuvent être la journée en Lafaille et puis le soir... Enfin non, c'est plutôt l'inverse. Elles peuvent être la journée en Ibaya et puis pour sortir le soir en Lafaille. Donc non, il n'y a pas que la guerre au Tchad. Mon travail est important, quoi, de documenter d'autres choses que toujours le pays des hommes en armes. Alors,
Alors, je corrige grâce à la collaboration de Laurence, Issouf Binaté. Je vous appelle correctement, je crois, maintenant. Je vous remercie. Est-ce que nous avons des personnes qui ne se sont pas du tout exprimées? Est-ce que vous souhaiteriez le faire? Et peut-être tout simplement poser des questions aussi. On a encore quelques minutes et on nous dévoile une réalité tellement complexe et pas nécessairement tellement différente, mais qui se vit sous différentes formes patriarcales, j'oserais dire, mais en même temps, je me demandais où se situait pour vous, dans tout ça, les revendications féministes des femmes qui sont présentes tant au Sénégal qu'ailleurs. Et donc, je connais mieux le Sénégal parce que j'ai beaucoup travaillé avec Fatou Sow là-bas, mais dans une certaine mesure, je me demandais quelle est la place dans ces réflexions-là accordée à la perspective féministe. Je ne sais pas si une de vous trois a le goût de répondre à ça. Fabienne, je vois que vous réagissez. Alors, en Algérie, il y a énormément de femmes qui combattent sous toute forme, hein, j'en ai un petit peu parlé. Il y a notamment beaucoup de militantes qui ont des associations qui aident d'autres femmes, soit pour les violences intrafamiliales, soit des violences issues des traumatismes de la guerre civile. La guerre civile, en Algérie, on n'appelle pas ça une guerre civile, mais bon, la guerre des années 90, etc. Donc, il y a beaucoup de féministes qui agissent. Après, quelle place elles ont d'un point de vue politique et... Il y a des ministres femmes en Algérie, mais le féminisme n'est pas... Ça me faisait penser, Saliou, à un moment donné, tu disais une chose, ça m'a fait penser en Algérie, on est toujours la femme de quelqu'un. Même si on est un médecin, même si on est une universitaire, même si on est toujours madame quelque chose et on n'a pas son propre nom. On se définit en fonction de son mari. Et il faut savoir le code de la famille en Algérie. La femme est toujours mineure hein, toute sa vie et elle a besoin d'un tuteur qui est son père, son frère, son fils, un homme. Donc, voilà, elles ont beaucoup de travail à faire encore, les féministes en Algérie. Merci. Saliou. Le contexte sénégalais est peut-être différent parce qu'il y a un ancrage très ancien du mouvement féministe. Je pense que Fatou Sow, dont vous parlez, est l'une des premières, peut-être même avec Marie-Angélique Savané, à avoir mis en place un mouvement qui s'appelait Yehoui Yehoui, PLF pour la libération des femmes. Un mouvement qui revendiquait un féminisme très, je ne veux pas dire radical, mais en tout cas d'affrontement en féminisme en réalité qui dénonçait la structure patriarcale et les vrais, je ne veux pas dire les vrais, les enjeux en tout cas qui sont à l'origine de l'exclusion, des discriminations, etc. Moi, j'ai travaillé ma thèse sur le mouvement féministe et l'espace politique. Un ouvrage que j'ai publié l'année dernière sur les femmes et dans l'espace politique. Mais d'ailleurs, un texte que je suis en train de publier porte sur l'affaiblissement de la cause féministe. Avec l'affaiblissement de Yehoui Yehoui, tous les mouvements qui apparaissent, le COSEF, la FARD, le caucus des femmes, interroge-moi justement ces structures patriarcales et incarne une sorte de féminisme que moi, je désigne comme une approche très sectorielle contre les violences faites aux femmes, pour l'inclusion politique des femmes, pour l'inclusion financière, et donc impulsée par des acteurs internationaux aussi parfois. C'est cela, en laissant en rade de quelques enjeux aussi plus déterminants, plus stratégiques, comme celle de la polygamie, des questions sur le privé, etc., qui pourtant étaient très interrogées
par les premiers mouvements féministes au début des années 80. La comparaison que je fais entre la transition entre Yewi Yewi et ces nouveaux mouvements traduit ce que je désigne comme un affaiblissement de la cause aussi. C'est triste à entendre quand on sait que le Sénégal a quand même accueilli le 2e colloque international en études féministes au début des années 2000. Alors, j'espère que dans une certaine mesure, effectivement, ça reflète aussi l'individuation de la parole féministe actuellement, qui se concentre beaucoup sur les identités plutôt que sur la question des rapports sociaux et de leur intégration et de leurs conséquences, si vous voulez, sur l'ensemble de la vie des femmes et prend peu en considération à la fois l'aspect idéal et matériel de ces rapports sociaux pour se concentrer à des causes auxquelles il faut se concentrer. Ce n'est pas ce que je dis, mais des causes qui, effectivement, spécialisent, individualisent les luttes, la possibilité de lutte collective. Et ce qui n'aide pas trop, c'est aussi peut-être le mouvement d'ONGisation aussi, avec qui est impulsé par des acteurs internationaux, la question des enjeux financiers, de bureaucratisation des organisations aussi, où de plus en plus, la militante ou les militantes laissent leur place à des professionnels donc, dans ce secteur. Alors, je sais que la vie d'un homme est toujours très compliquée là-dessus parce que bon, ça dépend aussi. Ça peut en tout cas, c'est pas facile pour un homme de travailler sur ces questions aussi parce que peut-être qu'on en dit parfois trop ou qu'on n'en dit pas assez parfois. Et je suis constamment confronté aussi à cela, ce que je travaille sur. Il y a une dimension de la question que je ne vous ai pas vu aborder très directement, mais qui me semble faire un lien entre effectivement les impositions religieuses et la vie, l'expérience des femmes, c'est celle de l'éducation, notamment l'éducation des filles. Alors, je me demandais si dans vos démarches, cet aspect-là de construire des femmes qui se pensent non pas seulement en altérité, mais qui se pensent comme des sujets autonomes, est-ce que dans la contestation du religieux, ça rentre en ligne de compte aussi, ou c'est pour le moment, c'est assez marginal? Bah, c'est peut-être des questions émergentes, pas marginales, mais des questions, disons, émergentes aussi dans le débat de plus en plus, justement, porté par ces nouveaux collectifs dont je parlais tout à l'heure. Et donc, la question morale, la question autour des droits des femmes prend de plus en plus aussi le dessus, justement. Et il faut justement, même d'un point de vue linguistique, si on s'intéressait au nom qui désigne justement ces nouveaux collectifs, c'est And Samodikoyi, Ar Ikoyi, c'est comment conserver les valeurs, comment, pour désigner, en tout cas d'un point de vue linguistique, ce que disent ces nouveaux collectifs dans leurs mots, justement, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique, ça traduit cette préoccupation de l'éducation, de nouvelles valeurs, des valeurs morales plus, voilà, en phase avec nous. Merci beaucoup. Cécile, je crois que vous aviez aussi l'intention de... Oui, je voulais juste revenir en fait sur la question des mouvements féministes. Au Tchad qui sont pratiquement qui sont en fait inexistants. Il y a une fragmentation, enfin, il y a eu 30 ans d'autoritarisme, une fragmentation du corps social tchadien qui empêche l'émergence de toute revendication coordonnée commune. Donc, il n'y a pas de mouvement en tant que tel. Et justement, je pense que là, on se retrouve avec Fabienne aussi. La question, ça va être au sein de RIMA de documenter vraiment des processus de politisation, mais infra, à la marge de la marche, puisque la parole féministe, entre guillemets, la parole en tant que politiquement instituée, n'existe pas. Et c'est ce que, pour moi, le LAFA et la matérialité du voile sont des moyens, justement, de documenter d'autres processus de politisation qui nous disent d'autres types de revendications, quoi.
Et oui, par rapport à l'éducation, non, il n'y a pas non plus au Tchad de programme éducatif, entre guillemets, tout est hyper individualisé. Il reste à l'échelle de 2-3 personnes. Fabien, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à cela? Et je donnerai la parole après à Aïcha qui vient de demander la parole, oui. Non, je laisse la parole à Aïcha. D'accord, merci, merci Fabienne. Aïcha? Oui, merci pour toutes ces interventions. J'ai juste une petite question à Fabienne, pour l'intervention de Fabienne, quand elle a parlé en fait de l'éducation et la mixité en Algérie. En fait, je voudrais savoir, est-ce que c'est le même cas par rapport à l'expérience qui a été faite aux États-Unis dans un laboratoire des études sur le genre, où ils ont en fait fait une expérience avec une centaine de couples, où ils ont ramené en fait les bébés dans une crèche et ont donné en fait les jouets pour plusieurs jouets, et que finalement on a remarqué que c'était les filles en fait, ils allaient vers les jouets de dinette, de caisse, de protection, etc. Et les garçons allaient vraiment vers les marteaux, vers les ballons. Et aussi, la même expérience était faite dans une jungle en Afrique, le même laboratoire. Ils ont donné pareil, les mêmes jouets pour les singes, et les femelles singes, ils étaient vers les poupées, vers en fait, tous les outils, on va dire, de femmes, de petites fillettes. Et les singes mâles, ils ont en fait été prendre les marteaux, pareil, les ballons, etc., tout ce qui va avec les garçons. Et là, en fait, les conservateurs en France, c'est là où ils ont parlé de la mixité, en disant que finalement, on doit séparer les garçons et les filles, et que finalement, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'en Algérie, ils veulent la mixité parce que le fait de mettre les filles avec les garçons, ça dérange l'évolution en fait, et l'apprentissage des garçons. Ça veut dire qu'on doit laisser les garçons qui doivent aller dans la sphère publique pour faire de la politique, pour faire de l'économie. Donc, on ne doit pas les gêner par la mixité parce que les femmes les gênent, les filles plutôt les gênent dans leur éducation. Et il faut vraiment les séparer pour les laisser s'épanouir, pour pouvoir en fait, former les futurs politiciens, économes, etc. Et que les filles, finalement, on n'a pas besoin de les mettre avec les garçons. Mais est-ce que finalement c'est dans ce sens, ou bien on doit donner une éducation spéciale aux filles et une autre éducation spéciale aux garçons? C'est ça en fait le paradoxe. Est-ce que c'est dans le sens de toujours servir en fait, les hommes pour qu'ils puissent s'épanouir, ou bien on doit donner la mixité veut dire qu'on doit donner deux en fait, éducations différentes, et pour les filles et pour les garçons. Donc c'est ça ce qui en fait, est-ce que c'est la même chose qui se passe en Algérie, ou bien il y a une autre considération? Fabienne, je vous laisse répondre à cette question sur la socialisation. D'accord, merci beaucoup Aïcha, c'est très intéressant. Moi, il me semble que les deux vont ensemble en fait. Je pense que si on veut séparer les garçons et les filles, donc en Algérie, les classes sont mixtes, ça c'est quelque chose qui est imposé par l'État. Et donc, c'est vraiment une bataille de la part de conservateurs et de différents courants de l'islam, d'acteurs islamiques plutôt. Alors, je pense qu'on veut séparer les garçons des filles parce que, comme on disait, les filles perturbent les garçons. Donc, pour que les garçons s'épanouissent bien et puissent faire ses études, il faut effectivement enlever les filles. Mais je pense que dès le moment où on considère qu'on doit faire des classes non mixtes, même si le programme est le même, je pense que l'éducation ne sera jamais la même. Et quand on voit ne serait-ce que l'éducation de base au sein des familles, je ne peux pas généraliser. Je parle des familles sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont vraiment dans des contextes très, très, très conservateurs, salafistes ou non salafistes. Il n'empêche que l'éducation des garçons et des filles n'était pas du tout la même. Les garçons, très tôt, sortent de la maison avec leur père, vont au café, vont à la mosquée, ont une vie sociale, voient leurs copains, alors que les filles sont vraiment très, très jeunes, enfermées dans la maison avec leur mère, avant même leur puberté. Hein. Elles n'ont pas le droit de sortir. On leur apprend à faire la cuisine, à être une future bonne épouse, et même si elles vont à l'école, etc., hein, et que même elles seront, dans le futur, elles auront un métier, mais on leur apprend avant tout à être une future bonne épouse et bonne mère. Et dans les milieux, en tout cas, où moi j'ai enquêté, dès que la petite fille avait ses règles, aussitôt, on lui interdisait de parler avec des garçons.
à l'extérieur de la famille et très tôt se poser la question du voilement et de l'enfermement tout simplement de la femme qu'il fallait protéger de ce monde extérieur, dans tous les sens du terme. Merci Donc, beaucoup. je pense que les deux sont liés, en fait. Merci beaucoup, Fabienne. Effectivement, il y en aurait beaucoup à dire sur la socialisation des petites filles et des petits garçons et les prêts à porter, comme je dis souvent, du féminin et du masculin dans ces cas-là. Mais là, je pense que nous sommes rendus au moment de la pause. Et donc, je vous libère pour quelques minutes et je vous attends à nouveau à 10h30 avec un nouveau panel. Alors, je vous remercie et à tout à l'heure.